Bonjour, merci d'être venu pour cette conférence. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Yves-Martin Prével, qui est directeur de recherche à l'IRD, épidémiologiste, qui travaille dans une unité de recherche à Montpellier qui s'appelle NutriPass. Et donc dans cette équipe, il y a deux axes majeurs, un autour de la santé des populations et des problèmes de malnutrition au sein de ces populations, donc, que dirige Yves, et un autre axe qui est plus autour des technologies des aliments, donc du coup moins épidémiologie. Donc du coup Yves est épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD. Il a beaucoup travaillé en Afrique, où il a été basé longtemps, au Burkina Faso, au Cameroun, au Congo, au Sénégal. Et donc aujourd'hui il va nous donner une conférence sur les malnutritions dans le monde, état actuel et enjeux. Bonjour à tous. Alors Renaud a tout dit sur ou presque tout sur mon passé. Donc effectivement, je travaille dans une unité de recherche et je me définis comme un généraliste de la nutrition publique. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas spécialiste dans aucun des domaines et j'essaie d'avoir une vision plutôt un peu globale des problèmes de nutrition, et c'est de ça dont je viens vous parler aujourd'hui. En gros, ce qu'on va aborder, c'est les positionnements, parce que la question de la nutrition est pour parler très très vulgairement, la nutrition a un peu le cul entre deux chaises, et donc c'est pas toujours facile de savoir. Il n'y a jamais de ministère de la nutrition nulle part, et la nutrition c'est quelque chose tellement multifactoriel, multisectoriel, que c'est très très mal positionné. En gros, un petit panorama de ce qu'il existe comme type de malnutrition dans le monde, et en même temps que les types de malnutrition, je vous donnerai un peu l'état des lieux, les tendances, ce qui augmente, ce qui diminue, éventuellement dans quel coin du monde par rapport à quel autre coin du monde. L'impact sera vu au fur et à mesure aussi, et je terminerai par quelques éléments sur le contexte international, puisque on en parlait ce matin avec les étudiants, la nutrition n'a jamais été aussi haut dans les agendas depuis une dizaine d'années. Et on ne sait pas si ça va durer, mais en tout cas, on peut essayer d'expliquer pourquoi c'est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour en profiter. Donc, le positionnement des questions de nutrition, alors je vais dire entre deux chaises, les deux chaises, elles s'appellent agriculture et santé. Je pense que tout le monde le comprendra assez vite. En fait, dans le grand public, si on parle comme ça de malnutrition, une bonne partie des gens vont faire référence tout de suite à la quantité d'aliments nécessaires pour avoir un bon état nutritionnel. Et donc ça, c'est une première vision qui consiste à dire que la malnutrition, c'est un équivalent de faim dans le monde, hein, c'est des problèmes de nutrition. Et généralement, derrière ça, il y a une idée que ça touche les pays pauvres, et que c'est quelque chose, évidemment, très humanitaire. Et puis vous avez l'autre côté, la question plutôt médicale, où on va considérer que la malnutrition, côté santé, c'est une pathologie, et donc c'est une pathologie, ça mérite un traitement, et effectivement, une certaine partie des malnutritions peuvent être celle qu'on pourrait dire la partie visible est toujours à traiter, hein, bien sûr, mais c'est loin de faire tous les problèmes de malnutrition. Donc en fait, on est un petit peu toujours entre ces deux visions, très agricole, très santé, hein, pour résumer, et c'est pas anodin de dire agriculture et santé, parce que ça fait référence aux organisations internationales qui se disputent parfois un peu le mandat de la nutrition, qui sont d'un côté la FAO et de l'autre l'OMS. Et ce ne sont pas les seuls, puisqu'il y en a d'autres qui rentrent dans le jeu, ensuite notamment l'UNICEF ou le PAP. Mais historiquement, c'était surtout la FAO et l'OMS qui étaient sur ces questions de nutrition. Alors en fait, il faut essayer de clarifier ces concepts, parce qu'on dit faim dans le monde, et puis quand vous avez des chiffres de la faim dans le monde qui sortent, chaque année, la FAO publie des chiffres qu'on appelle des chiffres de sous-alimentés. Et les chiffres de sous-alimentés sont repris par les journalistes qui vous disent il y a 850 millions, 750 millions, 900 millions de malnutris. Et en fait, premier glissement sémantique, au lieu de parler de sous-alimentation, le journaliste et le grand public, et puis tout un chacun, ont fait un petit peu le pont vers malnutri. Or, en fait, sous-alimenté, vous pouvez le voir ici, ce sont les gens qui sont en insécurité alimentaire, d'accord, les gens qui couvrent
pas théoriquement, c'est une mesure théorique, hein, c'est calculé sur des agrégats nationaux, et c'est une mesure théorique du pourcentage de gens qui risquent de ne pas couvrir leurs besoins alimentaires. On appelle ça les sous-alimentés. Ce ne sont pas des malnutris, ce sont des sous-alimentés. C'est un indicateur de la FAO, on parlait FAO, OMS, ce qui n'est pas la faim. La faim, c'est une définition, c'est quelque chose de ressenti qui est extrêmement plus violent que l'insécurité alimentaire. Et heureusement, c'est plus petit. Mais la sous-nutrition, elle, quand on va dire malnutrie, ne sont pas tous des gens qui ont faim, loin de là, et ce ne sont même pas tous des gens en insécurité alimentaire. Parce que pour avoir un bon état nutritionnel, pour ne pas être sous-nutri, il ne suffit pas d'avoir des nutriments en quantité, il faut aussi être en bonne santé. Et donc, on a la question de la sécurité nutritionnelle qui inclut l'environnement et l'environnement de santé et qui est donc beaucoup plus vaste que la question alimentaire. Donc, vous avez ici une référence à un document qui explique tous ces concepts de sécurité alimentaire, sécurité nutritionnelle, etc. Je vous encourage à lire parce que c'est extrêmement bien documenté. Alors, en nutrition, en fait, on a effectivement à la fois un versant en cause immédiate de la malnutrition, un versant cause alimentaire, les apports alimentaires inadéquats, un versant santé, les maladies. On a vu ça ce matin avec les étudiants, on a bien expliqué qu'il y avait un cycle de potentialisation. Plus je suis malade, plus j'ai des chances d'être malnutri parce que j'absorbe moins bien, parce que j'ai moins d'appétit, etc. Et plus je suis malnutri, plus j'ai des chances d'être malade parce que j'interviens sur la perméabilité intestinale, j'interviens sur l'immunité, sur le développement de l'immunité, et du coup j'ai des enfants qui risquent d'être plus souvent malades, qui seront plus souvent malnutris, etc. Et si jamais j'ai un emballement de ce petit cycle infernal, je risque d'avoir une malnutrition aiguë, qu'on va appeler aiguë, et si jamais ça se fait à plus bas bruit, on va appeler ça de la malnutrition chronique. Pour être très très schématique, on peut voir les choses comme ça. Et là, on est au niveau des causes immédiates. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'il a été réfléchi par l'UNICEF, on parlait des Nations Unies, il a été réfléchi par des gens de l'UNICEF, publié en 90, adopté par la Conférence internationale sur la nutrition de 92, la première qui a eu lieu, et ça a été la seule pendant longtemps, conférence internationale, où pour une fois, OMS et FAO étaient ensemble. Et il faut le noter, parce que justement, ces histoires de petites guéguerres entre organisations des Nations Unies, ou entre ministères dans un pays, ou entre personnes de la recherche, même parfois, pourquoi pas, ça pollue un peu le débat et ça brouille un peu l'image des questions de nutrition. Donc on a ici un schéma qui a eu le mérite, si vous voulez, de clarifier un peu les questions de sous-nutrition. Il faut être très clair, c'est la sous-nutrition ici. Donc ce schéma a hiérarchisé les causes au niveau de l'individu, dont je viens de parler, qui sont les mêmes quel que soit le type de malnutrition, et puis des causes au niveau des ménages, qui touchent donc la sécurité alimentaire. Si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, la sécurité alimentaire, c'est ça, d'accord ? L'hygiène du milieu, l'environnement de soins, l'accès aux soins, la capacité à se soigner, etc., qui conditionnent les maladies, mais l'hygiène est très importante, et on sait maintenant qu'il y a un rôle extrêmement important de ce qu'on appelle les dysfonctionnements entériques environnementaux. Bon, ça c'est un petit peu l'actualité du moment, le rôle de ces dysfonctionnements sur les malnutritions, et les malnutritions notamment chroniques. Et au milieu, on a l'insuffisance des pratiques de soins, non pas au sens de soins de santé, mais au sens de prendre le soin des enfants. D'avoir le temps, les connaissances. Il ne suffit pas d'avoir le temps, il faut les connaissances. Donc le minimum d'éducation, donc le minimum de soutien social pour avoir le droit de s'occuper de son enfant, de prendre du temps pour son enfant, de ne pas être obligé de se consacrer à d'autres tâches, etc. Donc ce schéma a été vraiment une source d'inspiration à la fois pour la recherche, pour l'intervention, pour le plaidoyer, pour le dialogue entre les disciplines, puisque je disais que les disciplines étaient un petit peu, on était un petit peu dans le multisectoriel. C'est un schéma qui a été vraiment extrêmement précieux pour la nutrition depuis les années donc 90. On verra en fin de présentation que ce schéma est un petit peu dépassé maintenant. Pour la bonne et simple raison, c'est que les malnutritions ne sont pas que des sous-nutritions, et que si on les catégorise, alors surnutrition, on n'a pas le droit de dire surnutrition. L'OMS vous flingue, donc vous ne cafetez pas l'OMS s'il vous plaît, si j'ai marqué surnutrition dans une diapositive. Il faut parler d'obésité, de surpoids, obésité et maladies
qui sont liées. Hein, en anglais, Nutrition-Related Diseases. Bon, et donc, on va dire entre nous sur nutrition, parce que sinon, c'est trop long. Mais on a deux grands types de malnutrition, par excès ou par carence. C'est assez évident. Ce qui est important de voir, c'est que ça touche tout le monde. Certaines de ces types de malnutrition touchent tout le monde, et ce sont notamment les carences en micronutriments. On n'a pas besoin d'être un enfant pour souffrir de carences en micronutriments. Les adultes en souffrent aussi. Et l'obésité, on n'a pas besoin d'être adulte pour être obèse. On a des enfants qui sont déjà obèses, vous le savez très bien. Donc, elles ont en commun ceci, ces deux types de malnutrition, que ce soit carence ou excès. Elles habitent ensemble. Chez les jeunes enfants, on a deux grands types. Ce matin, on en a beaucoup parlé avec les étudiants. Le retard de croissance ou malnutrition chronique. Donc, celle qui avance plus à bas bruit, qui est invisible. Hein, c'est juste un enfant qui ne grandit pas bien. Mais on ne voit pas ça. Il n'y a pas sa date de naissance sur son front. Et donc, il ne grandit pas bien. Et on ne le sait que si on le mesure et qu'on le compare à une référence. Par contre, l'enfant maigre, lui, qui souffre de façon aiguë, qui a un risque de mortalité immédiat, évidemment, lui, on le voit. Et donc, c'est deux grands types de malnutrition chez le jeune enfant. Celle-ci dure très peu de temps. Hein. En gros, c'est entre 6 mois et 24 mois. Après, on n'en voit plus beaucoup. Celle-ci, c'est un processus cumulatif. Ça va s'accumuler et ça va commencer dans les questions de malnutrition maternelle, qu'on a complètement oublié pendant 20 ans. Pendant 20 ans, suite à ce schéma que je ramène ici, on s'est concentré sur l'enfant, 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 l'enfant. C'était peut-être plus politiquement correct, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a complètement oublié les questions de nutrition maternelle et on sait maintenant l'importance qu'elles ont pour la genèse de ces types de malnutrition et notamment pour la genèse de la malnutrition chronique. Et puis évidemment, on a un type de pathologie qui touche essentiellement les adultes, les adolescents maintenant dans certains cas, qui sont les maladies chroniques liées à l'alimentation, diabète, maladie cardiovasculaire, hypertension, et même certains cancers. Donc, adultes, mais maintenant, on a des diabètes chez l'adolescent. Des diabètes de type 2, hein, dit de la maturité, chez les adolescents. Donc, bon, c'est des cas exceptionnels, bien sûr, mais ça arrive. Donc, il faut avoir ça en tête. Donc, les malnutritions, on avait un petit peu cette image autrefois. Au sud, il y a les maigres, il y a les gens qui souffrent, qui ont faim, etc., à qui il faut donner à manger. Et on disait il faut donner à manger, on ne disait pas il faut les soigner, il faut leur amener un environnement, une hygiène, etc. Non, non, pas du tout. On disait il faut les soigner. Et puis, on avait au nord les gros, hein, les gens qui s'empiffrent, etc., qui sont tous des coupables d'ailleurs, parce qu'il y a des cas, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, on le sait. Et en fait, on a les deux au nord et au sud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au nord comme au sud, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de transition nutritionnelle. Alors ici, je pense qu'à l'ISPED, tout le monde connaît la transition épidémiologique et la transition démographique. On passe d'un état où il y a une surnatalité parce qu'il y a une surmortalité, et puis ça s'équilibre, et puis ça va vers un vieillissement de la population. Ça existe dans tous les pays du monde, plus ou moins avec des décalages, mais ça existe partout. La transition épidémiologique, elle existe partout. On est d'abord sur des maladies infectieuses, puis sur des maladies chroniques non infectieuses. Et bien la transition nutritionnelle, elle est symbolisée ici. Elle a existé au nord, elle a duré à peu près 2 siècles, et donc elle a été progressive, et on a un peu réglé les problèmes de carence quand on arrivait aux problèmes de surcharge. Et on faisait ça dans un développement économique, un développement social. Et ça s'est passé de façon suffisamment lente, progressive, pour que ça soit, on va dire, digéré, je ne sais pas si c'est le mot, mais digéré par les systèmes. Après ça, évidemment, on est passé dans les excès. Mais à un moment, entre ça et ça, on disait que les gens, ils avaient de l'embonpoint. Et l'embonpoint ne veut pas dire que ça soit un terme négatif, n'est-ce pas? Quand vous le pensez, embonpoint, ne veut pas dire que ça soit un terme négatif. Donc on était dans une évolution du développement social, du développement industriel des pays. Dans les pays du Sud, il y a eu la même chose, mais alors de façon extrêmement accélérée, en raison d'une urbanisation extrêmement rapide, mais en raison aussi de la mondialisation des échanges et des modèles alimentaires, et de l'industrie agroalimentaire qui s'est étendue autour de tout le monde. Et là, on a eu quelque chose d'extrêmement rapide, mais dans des économies qui n'étaient absolument pas préparées, avec des systèmes de santé qui n'étaient pas capables d'absorber.
l'ensemble des problèmes. Et actuellement, ce qui mine les pays du Sud, c'est ce qu'on appelle la double charge, c'est-à-dire d'avoir à la fois des maladies par carence et des maladies par excès, qui coexistent dans les mêmes populations et qui pèsent sur les mêmes systèmes de santé, lesquels systèmes de santé ne sont pas toujours en état de s'occuper de ces problèmes. Donc c'est ça qui a changé la face de la malnutrition au niveau du monde. Actuellement, la norme, c'est 45% des pays du monde qui sont dans une situation de double charge, c'est-à-dire qui ont à la fois des problèmes de sous-nutrition et des problèmes de ce qu'on n'a pas le droit d'appeler surnutrition, donc de carence et d'excès, d'accord ? 45% des pays, c'est quand même beaucoup. Et donc, on a finalement un mélange d'un tas de problèmes nutritionnels. Et je donne juste ici une première idée des chiffres pour avoir un peu la notion des volumes, et c'est pour montrer combien finalement ça touche énormément de gens sur Terre, puisqu'on est à 750 millions à peu près de personnes. C'est les chiffres 2015, hein, donc 750 millions de personnes sous-alimentées, donc sous-alimentées, pas qui ont faim, ni malnutries, je rappelle, mais 2 milliards, au moins, 2 milliards c'est une estimation basse de gens qui souffrent de carence en micronutriments, d'accord ? Mais presque autant, 2 milliards aussi, 1,9 milliard d'adultes qui sont en surpoids ou obèses. Chez les enfants, on a 161 millions qui sont en retard de croissance, c'est un enfant sur 4 à peu près, dans le monde, d'accord ? On a 55 millions qui sont maigres, et encore c'est un chiffre probablement sous-estimé, parce que la maigreur est fluctuante selon les saisons, et donc on ne la mesure pas sur toute l'année, on devrait mesurer une incidence, en fait on mesure des prévalences. Mais on a 42 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont déjà en surpoids dans le monde. 42 millions qui sont déjà en surpoids dans le monde. Presque autant que de maigres. Et ça, ce n'est pas une image que vous avez dans la tête, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et ça ne touche pas que les pays du Nord. Ce n'est pas que des Américains ou des Anglais, ou on ne va pas dire des Français, évidemment, mais qui sont dans ces 42 millions. Il y a énormément d'enfants dans les pays du Sud. On a 500 millions de femmes anémiées, la moitié par des carences en fer. En fait, on n'en sait rien si c'est la moitié par des carences en fer, petite parenthèse. C'est ce qu'on dit, mais on en sait. C'est une estimation. Et alors, le pompon, c'est ça, on a un adulte sur 12 dans le monde qui est en diabète de la maturité. Un adulte, ça veut dire à partir de 20 ans pour l'OMS. Il y en a 1 sur 12 en diabète. Alors, je ne sais pas, il y a combien d'adultes dans le monde, mais ça doit être dans les 4 milliards ou 4 milliards quelque chose. 1 sur 12, vous faites le calcul, c'est plus de 300 millions. Diabétique. Donc on va voir un peu ces malnutritions les unes après les autres. Malnutrition maternelle infantile. La malnutrition maternelle, je vous ai dit, elle a été oubliée. Pourtant, c'est vraiment le nœud, c'est là où se passe l'essentiel des choses pour la nutrition. Alors, on ne va pas être manichéen, évidemment, il faut s'occuper de toute la tranche d'âge, etc. Mais c'est extrêmement important de s'en occuper. Si on prend ce cycle-là, il est très simple, hein. Si vous avez un enfant qui a un petit poids de naissance, il va grandir moins bien. Bon, ça c'est archi prouvé. S'il va grandir moins bien, il va devenir un adolescent plus petit. Si c'est une adolescente, ça va être une adolescente chétive. S'il va devenir une femme de petite taille et de petite corpulence, qui va faire un petit bébé. Donc transmission déjà intergénérationnelle de la nutrition. Ce n'est pas contagieux, mais ça se transmet quand même, à travers le poids de naissance. Et puis viennent des complications, une grossesse précoce. Donc avant la fin de la croissance de l'adolescente. Et la fin de la croissance d'une adolescente qui a été en retard de croissance, c'est souvent 20 ans, voire 21, 22 ans. Mais donc c'est pas 15 ans, 16 ans. En Europe, beaucoup de filles ont leur taille adulte à 15 ou 16 ans. Non, c'est souvent 20 ou 21 ans, la fin d'une croissance, quand on a été en retard de croissance. Et donc si on fait une grossesse précoce, on va stopper la croissance de la femme. Alors déjà, elle va faire une grossesse, elle sera encore trop petite. En plus, elle va avoir une compétition sur les besoins nutritionnels entre ses besoins de croissance et ceux de l'enfant. Et en prime, ça va stopper sa propre croissance, ce qui fait que ça va aggraver ce phénomène. Donc les grossesses précoces, il faut essayer d'éviter. Mais ce n'est pas seulement la transmission intergénérationnelle de la malnutrition qui nous préoccupe, c'est qu'en fait, en même temps que se passent ces phénomènes-là, il se passe d'autres. Alors le phénomène de programmation fœtale, on a aussi parlé ce matin avec les étudiants, ça fait référence au fait qu'un fœtus qui grandit dans un contexte de déprivation et de carence développe des voies métaboliques qui
qui sont plus orientés vers le stockage et l'utilisation maximale des calories qui passent à portée. C'est compréhensible. Ça génère ce qu'on a appelé un phénotype économe. Le phénotype économe, bah voilà, il prend, il a, il met de côté, il prend, il a, il met de côté, n'est-ce pas? Et c'est normal s'il est dans une situation de carence, hein, où les besoins ne sont pas couverts. Le problème, c'est qu'une fois que ces voies métaboliques sont établies, elles s'établissent dans la vie fœtale, dans la toute petite enfance, dans les premiers mois, et après, elles sont quasiment fixées. Et quand ces voies métaboliques sont fixées, et que cet individu a grandi, qu'il n'est pas mort entre-temps, qu'il est devenu un adolescent, un adulte, et qu'il se retrouve dans des circonstances où il a accès à une alimentation beaucoup plus riche, notamment en gras, en sucre, en sel, cet individu, ses voies métaboliques qui étaient économes pour un contexte de déprivation, vont le rendre beaucoup plus sensible à l'obésité, puis aux maladies comme diabète, hypertension. Et en prime, ce seront souvent des diabètes difficiles d'accès médicalement parlant, ce seront souvent des hypertensions difficiles à équilibrer. Parce qu'on a simplement des médicaments mis au point sur des hypertensions au nord et pas sur des hypertensions de ce type-là. Donc, on a beaucoup de problèmes. Alors, heureusement, ce n'est pas tous les enfants, hein, ne noircissons pas trop le tableau, mais c'est quand même quelque chose qui explique qu'avec la transition hyper rapide qui a eu lieu dans les pays du Sud, ils vont avoir beaucoup plus que nous, ces problèmes-là. Ils vont les avoir beaucoup plus aigus, parce que, si vous voulez, ça multiplie l'impact de ces problèmes. Autre phénomène qu'on connaît un petit peu maintenant, ce sont les phénomènes épigénétiques qui se passent pendant la période aussi de constitution du microbiote. Là, il ne s'agit pas d'épigénétique au sens de programmation de voies métaboliques, il s'agit d'épigénétique au sens d'induire une expression des gènes et un phénotype qui, par l'inflammation, alors on sait que l'inflammation, ça touche la méthylation des acides aminés, qui touche les chaînes d'ADN, etc. Et tout ça induit notamment des perturbations de la constitution du microbiote. Tout le monde a entendu maintenant parler du microbiote intestinal, je pense que c'est tellement à la mode que tout le monde en a entendu parler. Ce microbiote, il y a aussi toute une lignée de bactéries avec elles-mêmes leurs caractéristiques, et on sait qu'il y a des types de microbiotes qui sont associés à l'obésité, et on sait probablement qu'il y a des types de microbiotes associés à peu près à tout. Je ne sais pas, parce que de toute façon c'est tellement compliqué, il y a tellement de milliards de cellules et de gènes qui codent ces cellules bactériennes, qu'à l'arrivée, c'est associé à tout. Mais enfin, en tout cas, sur l'obésité, c'est quand même extrêmement montré, et sur d'autres pathologies, c'est très probable qu'il y a des impacts du microbiote, et donc de la constitution du microbiote. La constitution du microbiote, de nouveau, se fait avec la vie fœtale, enfin pas la vie fœtale, mais la toute petite enfance. Et donc, on doit faire attention, par exemple, au lait maternel. Le rôle du lait maternel dans la constitution du microbiote. Et tout ça, ça se passe dans les tout premiers temps de la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut, en nutrition, agir extrêmement tôt. Alors, on parle des 1000 jours. Les 1000 jours, c'est 2 ans de vie de l'enfant plus 270 jours de grossesse. Vous faites le compte, ça fait pile 1000. C'est quand même assez fort sur le plan communication. Mais 1000 jours. Et en fait, on dit maintenant que les 500 premiers jours sont encore plus importants parce que l'enfant est entièrement dépendant de sa mère. Les 500 premiers jours, c'est la grossesse plus les 6 mois d'allaitement exclusif. Vous savez, je pense que vous savez, si vous ne savez pas, je vous le dis. La recommandation, c'est que de l'enfant de sa naissance jusqu'à ses 6 mois, n'a besoin et ne doit prendre que le lait de sa mère. Que le lait de sa mère, ça veut dire même pas de l'eau. Il y a de l'eau dans le lait de la mère, hein, donc il n'y a pas besoin d'en redonner. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais en tout cas c'est très important. Et ça joue sur la constitution du microbiote, et ça joue sur tout ça, et c'est extrêmement important d'agir tôt. Alors après ça, on pourra dire qu'il faut agir pendant la grossesse, après ça on dira qu'il faudra agir avant la grossesse. Et ça c'est vrai qu'il faut que la femme démarre sa grossesse avec des réserves suffisantes en micronutriments, tout ce qui se stocke, du tout moins, parce que tous les micronutriments ne se stockent pas. Mais donc ça c'est extrêmement important d'agir tôt, si possible d'avoir des femmes qui font des grossesses en bonne santé. Quand on arrive chez le jeune enfant, je disais 2 grands types de malnutrition. C'est extrêmement visible à l'écran. Il y en a un que vous connaissez par cœur, que vous voyez dans les médias. Il y en a un que vous ne voyez pas, c'est celui-là. Vous ne le voyez pas parce que c'est invisible, puisque l'enfant n'a pas, comme je disais tout à l'heure, sa date de naissance sur le front. Vous ne pouvez pas savoir s'il est en retard de croissance ou pas. Là, les 2 fillettes ont le même âge. Ce n'est pas la grande sœur, la petite sœur.
ces deux fillettes qui ont le même âge. Bon, évidemment, c'est un exemple illustratif, mais voilà, ce qui se passe, c'est que ça vient de façon cumulative. Il y en a 161 millions dans le monde en 2015, je le disais tout à l'heure, hein, un enfant sur 4. Ici, il y en a moins, mais c'est extrêmement urgent de prendre en charge ces enfants. Ces deux types de malnutrition, je l'ai redit, partagent les mêmes causes initiales. Dans un cas, les causes initiales marchent à toute vitesse, elles se potentialisent à toute vitesse. Je suis malade, je suis affaibli, je suis plus nouveau malade, je mange moins bien, etc. etc. Dans l'autre, ça se passe à moindre bruit, mais c'est la même physiopathologie. Ça a été... j'ai mis cette référence-là, que vous l'ayez, parce que c'est justement tout un travail qui a été fait sur les causes, ce qu'il y a de commun et ce qu'il y a de différent entre la physiopathologie de ces deux types de malnutrition. Et vous verrez en lisant ça, si vous le lisez, il y a beaucoup plus de choses en commun que de choses différentes. Il y a un type qui est là, qui est assez différent, lui, qui est le kwashiorkor, donc une maladie de malnutrition dite œdémateuse, qui existe plus dans certaines zones que dans d'autres, qui est extrêmement connoté sur le plan sociétal. Hein, ce sont en général des enfants qui ont des familles à problème. Je ne vous dis pas ce qu'on appelle à problème, parce que c'est extrêmement variable. On ne sait pas bien d'où viennent ces kwashiorkor. On n'a pas d'éléments de physiopathologie. Alors maintenant, on dit que c'est le microbiote intestinal qui n'est pas le même. Bon, d'accord, je veux bien. Mais on ne sait pas exactement. Heureusement, il y en a moins. Et quand je dis il y en a moins, on sait qu'il y en a moins, mais on ne sait pas combien, puisque ce sont des enfants qu'on cache, qu'on ne dépiste pas par leur poids, puisqu'ils ont plutôt un poids supérieur aux autres. Alors ça, c'est un cas extrême. On va le dépister cliniquement, cet enfant. Mais l'enfant qui a juste un peu d'œdème, ça ne se voit pas. Il est en train de préparer une forme comme ça. On ne le dépiste pas. Donc on ne sait pas exactement combien on en a. C'est juste pour être complet sur les malnutritions de l'enfant. Donc ces malnutritions de l'enfant, sur le retard donc sur la maigreur, on a un risque immédiat. Sur le retard de croissance, en fait, le problème, c'est qu'après 2 ans, c'est très difficile de faire du rattrapage. Alors, on dit persistance, avant on disait irréversible, maintenant on module un petit peu les termes. Mais en fait, c'est extrêmement difficile de rattraper. Et vous avez ici 2 fillettes qui ont exactement le double d'âge l'une de l'autre, on dirait des jumelles. Et ici, des enfants du même âge qui ont continué à grandir avec leurs différences de taille qu'ils avaient quand ils étaient petits. Je vous disais, on n'est pas sorti maintenant, on a 43 millions d'enfants. Alors 43 c'était en 2011, vous voyez on est 42 millions en 2015, il y a un petit peu de progrès. Bon, je ne sais pas si c'est les modes de calcul qui ont changé ou quoi, mais on n'a en tout cas pas d'aggravation. C'est peut-être dans les pays du Nord qu'il y en a moins, mais pas dans les pays du Sud. Et vous voyez qu'ils ne sont pas tous dans les pays du Nord, ces enfants. Hein. La zone la plus noire, la plus foncée, elle est sur le Maghreb et le Moyen-Orient, hein, et sur l'Asie centrale. Donc, on n'est pas que dans les pays du Nord. Il faut arrêter cette dualité, les gros sont au Nord, les maigres sont au Sud. Il y en a plus, évidemment, en pourcentage, mais ils ne sont pas que là. Ces 3 types de malnutrition du jeune enfant, comment elles ont évolué sur les 20 dernières années? Le retard de croissance diminue de façon quand même assez prononcée. Donc on a quand même beaucoup de succès. Alors on reste en 2010 à 29%. En 2015, on est aux alentours de 25%, est ce que je vous disais. Ici, on était aux alentours de 180 millions, maintenant on est à 160. Donc, vous voyez, on fait des progrès, et ça va plutôt bien. La maigreur, elle, on ne fait pas beaucoup de progrès. On fait énormément de progrès dans la prise en charge des enfants maigres. Et on en prend en charge à peu près 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais par contre, en termes de prévalence, même si ce n'est pas la bonne façon de mesurer cette maladie, en termes de prévalence, ça bouge peu. Ceci dit, il faut être tout à fait honnête, en 2015, on est quand même passé à 7,8, donc on a infléchi cette courbe-là, hein, en 2015. Et pendant ce temps-là, vous avez le surpoids qui augmente. Alors, vous n'avez sûrement pas impressionné par cette montée du surpoids, parce qu'évidemment, on part de bas et on va encore là. Mais si vous le regardez en relatif, vous avez exactement la même pente. Si vous les mettez à la même échelle, vous avez exactement la même pente de baisse du stunting, du retard de croissance, pardon, je parle en anglais, et l'augmentation du surpoids. C'est extrêmement frappant. Et si vous regardez à l'échelon des pays, vous avez ça dans énormément de pays. Ça, c'est au niveau de chiffres mondialisés, hein, de chiffres globaux.
Mais dans énormément de pays, on observe ça. Le retard de croissance diminue et l'obésité augmente. Exactement de façon parallèle. J'ai parlé rapidement, alors je ne vais pas être trop long sur les carences en micronutriments parce qu'on pourrait y rester des heures et des heures. En gros, les 4 micronutriments pour lesquels on sait qu'on a des gros problèmes de santé publique sont le fer, la vitamine A, le zinc et l'iode. Les micronutriments ont ceci de particulier, c'est qu'on imagine assez bien des solutions faciles. Il manque un micronutriment, mais on n'a qu'à le donner, on n'a qu'à le mettre dans l'alimentation, on n'a qu'à le mettre dans l'eau, on n'a qu'à le mettre dans le sel, on n'a qu'à le mettre quelque part, et ça va être facile. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du consensus de Copenhague, hein, où on rassemble les prix Nobel d'économie et où on leur demande si vous aviez 500 millions de dollars ou 500 milliards de dollars, je ne sais plus, qu'est-ce que vous feriez pour sauver le monde, enfin, pour améliorer le développement dans le monde. Régulièrement, combattre les carences en micronutriments, ça sort, parce qu'on a l'impression qu'on a une solution facile pour un problème simple. Et sur le fond, c'est pas faux. Hein, mais les choses, après ça, c'est que la vraie vie est un peu plus compliquée que ce qu'il y a en biologie. Et donc, ces 4 carences en micronutriments, on a un énorme succès sur l'iode, mais on stagne depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on n'a plus de progrès sur l'iode. On a fait des énormes progrès en mettant de l'iode dans le sel, mais sur les autres, on n'a pas beaucoup de progrès. Alors, rapidement, le fer, l'anémie, évidemment. En gros, on dit que c'est 50%, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on n'en sait pas exactement. Le problème de la carence en fer, c'est que ça touche, on dit 3 milliards de personnes anémiées, donc ça veut dire à peu près la moitié en carence en fer. Vous voyez que ça fait déjà 1,5 milliard de personnes. Et le problème de la carence en fer, c'est que ça touche à la fois l'immunité, le développement intellectuel, etc. Mais de façon relativement modeste. L'impact est relativement modeste. L'impact des carences en fer se fait par le nombre. Par les 1,5 milliard minimum de personnes anémiées dans le monde. Anémiées par carence en fer. La vitamine A, on la connaît du point de vue clinique par la cécité. Mais ça, c'est que la partie, une fois de plus, visible de la malnutrition. En fait, le problème de la vitamine A, c'est que sans vitamine A, vous n'avez pratiquement pas de défense immunitaire. Vous avez besoin de la vitamine A pour la défense immunitaire. Et donc, le problème de la vitamine A, c'est qu'elle est consommée par la lutte contre les infections. Elle est consommée à vitesse grand V. On a distribué les capsules de vitamine A, aux enfants pendant les vaccinations, etc. Parce que la vitamine A a un avantage, comme le fer, ça se stocke, pas comme un certain nombre de vitamines qui ne se stockent pas. La vitamine A se stocke dans le foie, mais les gamins, ils consomment leur vitamine A à une vitesse qu'on n'imaginait pas. Et donc 6 mois, dans certaines zones, ça ne suffit pas. Donc c'est extrêmement pénalisant par le côté morbidité. L'iode, vous le savez, ça donne des goitres, mais à part le fait que ce ne soit pas toujours très joli d'avoir un goitre, c'est surtout que ça donne chez le jeune enfant et chez la femme, enfin chez le jeune enfant parce que la femme enceinte, ça donne des avortements, c'est peut-être pas le pire, ça donne ce qu'on appelait les crétins dans le temps, le crétinisme, c'est une déficience mentale extrêmement sévère, ça donne des retards de croissance extrêmement sévères. Je vous dis, c'est un grand succès, parce qu'on a mis de l'iode dans le sel, et puis ça a fait énormément de progrès. Sauf qu'on stagne sur ces progrès, et on a encore un grand nombre de la population qui n'a pas accès au sel iodé, parce que l'iode ne dure pas éternellement dans le sel, il y a des circuits de commercialisation, il y a un tas de raisons qui sont derrière ça. Le zinc, c'est une attention beaucoup plus récente sur le zinc. On connaît son rôle dans le métabolisme cellulaire, et donc pas de zinc, pas de croissance. Enfin, je schématise. Pas de zinc, ou peu de zinc, parce qu'il y a toujours un peu de zinc, moins de croissance, moins de métabolisme cellulaire, moins de division cellulaire, etc. Rôle aussi important dans les diarrhées pour l'intégrité de la muqueuse intestinale. Après ça, acide folique, calcium, vitamine B12, vitamine D, il y en a plein. Beaucoup ont de l'importance. Pas d'acide folique pendant la grossesse, vous connaissez peut-être la spina bifida, etc., etc. Mais là, on est dans de la clinique. Au point de vue de la santé publique, de la nutrition publique, pour l'instant, le poids les plus importants sont les 4 que je viens d'énumérer, mais c'est les 4 les mieux étudiés. On étudie maintenant de plus en plus la vitamine D, et notamment la vitamine D pendant la grossesse, et on s'aperçoit que c'est... On disait, non, mais dans les pays du Sud, ils ont du soleil, pas de problème. Donc ils ont de la synthèse de leur vitamine. Il y a énormément de problèmes de vitamine D chez les femmes enceintes. On ne le savait pas, on commence à le découvrir. Donc peut-être que si je reviens faire un séminaire dans quelques temps, je mettrai la vitamine D au même niveau que les autres. L'anémie, je vous disais, c'est extraordinaire. L'anémie, alors là, on a des chiffres parce qu'on les modélise. On a des chiffres dans tous les pays du monde parce qu'on les modélise.
Et on voit qu'en 20 ans, il n'y a quasiment rien qu'à bouger, quoi. Et pourtant, on dit c'est simple, il n'y a qu'à mettre du fer dans le riz, il n'y a qu'à mettre du fer dans l'huile, dans le sucre, dans ce que vous voulez. C'est quand même pas compliqué, bon Dieu. Eh bien, ça ne marche pas. Voilà. On donne du fer aux femmes enceintes. Ok. On leur donne, elles ont déjà 6 mois de grossesse en général. C'est déjà beaucoup trop tard par rapport aux nourrissons. Et on en donne trop, en général. Donc, on a vraiment des solutions, mais pas de stratégie pour les mettre en œuvre. On a des solutions techniques, on n'a pas de stratégie pour les mettre en œuvre. Surpoids, obésité, bon ça, c'est extrêmement important. Alors ça, les chiffres sont de 2008, hein. Donc on est passé... Je laisse la diapo de 2008, parce que 2008, c'était 500 millions d'obèses et 1 milliard de surpoids. Ça faisait 1 milliard 500 millions. Je vous ai dit combien tout à l'heure? 1 milliard 900 millions. Entre 2008 et 2015, on a quand même 400 millions de plus de surpoids ou d'obèses. D'adultes. C'est pareil. Les 2 tiers sont dans les pays en développement. Les 2 tiers sont dans les pays en développement, pas du tout au nord. Alors, évidemment, vous allez me dire, il y a plus de monde dans les pays en développement. Certes, mais il y en a quand même. Ce qui n'empêche que le record du monde de prévalence du surpoids et de l'obésité, c'est pas dans un pays du nord. C'est le Mexique. 60, je ne sais plus combien, presque 70% d'adultes en surpoids ou obèses au Mexique. Et on connaît le coupable, mais je vous le dirai plus tard. Ça augmente extrêmement rapidement. C'est ça qu'il faut voir. 400 millions de plus en même pas 7 ans. 400 millions de plus. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est ça. C'est que autant dans les pays riches, il y a autant d'obèses chez les hommes que chez les femmes, dans les pays pauvres, il y a plus, dans tous les pays pauvres, quel que soit le niveau de pauvreté, c'est toujours chez les femmes qu'il y a plus d'obésité. Et ce sont des marqueurs culturels qui sont liés à l'œuvre, là, ce n'est pas du tout des raisons physiologiques. Hein, c'est essentiellement des raisons culturelles qui font ça. Et ça augmente donc les inégalités de genre, qui sont déjà fortes, ça les augmente à travers ces problèmes-là. Le diabète, c'est l'horreur. Alors ça, c'est les projections d'augmentation du diabète. Hein. Ce n'est pas la prévalence du diabète qui va être comme ça en Afrique. Mais c'est en Afrique que ça va augmenter le plus vite. On dit déjà 1 adulte sur 12 dans le monde. En Afrique, ça va augmenter le plus vite. Actuellement, on suppose qu'il y a en gros 370 millions. Là, c'était en 2011, 366 millions de diabétiques. On projette qu'en 2030, il y en aura 550 millions. Bon, c'est des projections, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est énorme. Et quand on connaît le coût de la prise en charge des diabètes, on se dit que, ok, on va avoir des problèmes. On le sait depuis 20 ans, depuis 30 ans, on ne fait pas grand-chose. Il faut bien reconnaître. Alors, autant la malnutrition se réduit, autant l'obésité, non. On n'a aucun pays qui fait des progrès en taux d'obésité. Aucun. Bon, ça met du temps, ça va venir, mais c'est un peu... Je vous disais, on connaît le coupable. Pourquoi le Mexique est un des records du monde? Le coupable, il serait par là. Le Mexique est réputé pour les consommations extraordinaires de soda. Extraordinaires. 3 litres par jour, pour certains. Des écoliers qui partent à l'école avec des gourdes de 2 litres de soda pour leur journée, etc. C'est incroyable. C'est évidemment l'industrie agroalimentaire n'y est pour rien. Bon, pensez bien. Ils font leur miel avec des pays comme ça, où ça devient une espèce de truc culturel. Et on développe quoi? On développe des concours de Big is Beautiful, n'est-ce pas? On dit que, voilà, on a le droit, nous on est mexicains, mais nous on n'est pas comme les autres, on a le droit d'être gros et beau, etc., etc. Bon, je ne discute pas ça. Je discute le fait qu'ils sont 70% bientôt en être en surpoids ou obèses. Le Brésil a calculé que dans 12 ans, il serait au niveau des États-Unis, d'accord, avec ça, et avec évidemment toutes les campagnes de l'industrie agroalimentaire dans son plus mauvais côté. Parce que l'industrie agroalimentaire, en même temps, on ne peut pas s'en passer. Pas non plus, on ne peut pas tout critiquer. On ne peut pas s'en passer. Mais il y a des dérives dans l'industrie agroalimentaire, elles sont connues. C'est ça qu'il faut juger. On est quand même actuellement, selon les pays, vous voyez, à partir du Chili, bientôt le Mexique, à presque 50% des calories qui viennent de produits ultra transformés. Quand on dit ultra transformé, ça veut dire prêt à consommer immédiatement, sans autre préparation.
D'accord? C'est quand même beaucoup. Si vous imaginez que vous avez 50% des calories que vous mangez qui viennent de produits extrêmement, déjà, que vous consommez sans avoir besoin ni de les cuisiner ni de les préparer. C'est énorme. L'impact de toutes ces malnutritions. Quelques chiffres très rapides mais importants. 45% des décès d'enfants dans le monde sont dus aux malnutritions. 45%, ça fait beaucoup. D'accord? Alors, il y a des gens qui sont très forts en communication. Ils vous disent, si on les mettait tous ensemble, on arriverait à faire plusieurs fois le tour de la Terre. Voilà. C'est une façon de dire les choses. Une autre façon de montrer l'impact sur le développement cognitif des malnutritions, c'est de montrer ces deux coupes de cerveau et donc les neurones d'un cerveau où il y a de la malnutrition, un stunting avancé, donc il n'y a absolument pas de développement des branches. Donc, vous savez tous que ce qui fait le fonctionnement optimal d'un cerveau, c'est pas la taille de la tête ni du machin, mais c'est le nombre de connexions entre les cellules, enfin même le nombre de cellules. Bon, vous avez ici que les connexions vont être un peu plus compliquées à faire, c'est assez évident. Tout ça, ça se cumule et ça a fait des impacts économiques qui sont majeurs. Et heureusement, maintenant, on arrive assez bien à avoir des études qui montrent ces impacts économiques. Alors, par exemple, si vous investissez 1 $ aujourd'hui dans des actions de nutrition, vous pouvez obtenir 16 $ à la génération suivante, c'est-à-dire un meilleur rendement que la bourse n'importe où dans le monde. Si vous regardez ici, c'est extraordinaire, ça c'est une étude très récente qui montre que les enfants qui ont été allaités jusqu'à 12 mois gagnent dans leur vie en moyenne 33% de mieux que les autres qui n'ont pas été allaités. Le Malawi a calculé qu'ils avaient 10% de leur PIB qui était consommé par le retard de croissance. D'autres calculent que l'obésité leur coûte entre 2% ou 5 à 20% selon les États aux États-Unis de leurs dépenses de santé. Et on a ainsi, vous voyez, des 13% du PIB ici, et ici, dans les pays élevés, la lutte contre l'obésité qui aurait, alors pas le coût de 16 pour 1 de la sous-nutrition, mais quand même un rapport de 3 sur 1. Si on investit 3 $ pour lutter contre l'obésité, 1 $, on va en récupérer 3 à la génération suivante. Parce qu'on va avoir tous les coûts, évidemment, de santé diminués, etc., etc. Donc les implications économiques sont monstrueuses, on n'y pense pas assez. Je regarde l'économiste dans la salle, qui va me contrer. Et puis maintenant, on a l'impact environnemental. C'est à la mode, hein, COP21, vous ne pouvez pas y échapper. D'accord ? L'impact environnemental de votre régime alimentaire. On sait que l'enjeu, c'est de consommer mieux, mais pas plus. Et on a ici ce que peut donner un régime végétarien, un régime donc poissons, végétaux, un régime méditerranéen, un régime moyen au niveau mondial, donc, qui incorpore la viande. Et en émissions de gaz à effet de serre, ça fait quand même une sacrée différence. D'accord ? Mais il faut bien dire une chose très clairement. Ici, il n'y a pas autant de calories que là. Ce n'est pas seulement parce qu'on change le type d'aliment, c'est parce qu'on diminue en même temps les calories. Il se trouve que les végétariens, non seulement ils ne mangent pas de viande, mais ils ne mangent pas non plus beaucoup de calories. Et c'est important de dire ça. Vous savez qu'on considère qu'il faut aux alentours de 2000 calories, on ne va pas chipoter pour un peu plus, un peu moins, dans une activité physique modérée, hein, voire même aux alentours de 2000 calories pour un adulte. Et vous savez qu'on a 3500 calories de disponibles en moyenne dans les pays du Nord. Qu'est-ce qu'on en fait des 1500 calories qu'on a en trop? Alors c'est sûr, on en gaspille un certain nombre. Mais quand je dis disponible, c'est après les pertes, après récolte. Hein. Donc on a 3500 calories pour la consommation. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Et donc, l'impact sur la planète est extrêmement élevé. Alors plus vous le savez, ça, plus vous mangez du bœuf, plus c'est mauvais pour la planète. Bon, je ne vais pas vous faire tout le discours, mais c'est extrêmement important de voir qu'à l'échelon mondial, si juste en changeant un peu les régimes alimentaires, on pourrait gagner énormément pour notre planète. A l'inverse, le réchauffement climatique, lui, il nous provoque des malnutries. D'accord ? Donc ça, c'est des estimations. Alors les modèles sont hyper compliqués hein, pour savoir... alors c'est des scénarios, ça, je ne sais pas si vous avez
essayé de lire ce qui se disait dans la COP21, mais alors le scénario A2B de tel individu par rapport au A1C de tel autre, c'est extrêmement complexe. Moi, j'y comprends pas grand-chose, mais on a des estimations maintenant de ce que ça peut représenter comme malnutrition supplémentaire liée au réchauffement climatique. Je ne sais pas, il faut que j'avance, ça s'accélère peut-être un peu. Rapidement, qu'est-ce qui se passe au niveau international? Je disais tout à l'heure, la nutrition n'a jamais été aussi haute dans les agendas. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça fait à peu près une dizaine d'années. Il faut bien comprendre que si c'est une opportunité, et qu'il faut en profiter, parce que maintenant les gens commencent à comprendre que c'est très important, que ça a des implications économiques majeures, etc., etc., c'est aussi une responsabilité pour nous, les gens qui travaillons. Alors nous, les chercheurs, ben oui, parce que si on n'est pas assez audible en tant que chercheur, si on n'est pas assez communicant, si on n'est pas capable de donner des clés aux politiques, eh ben on ne fait pas notre boulot. Mais c'est aussi au niveau de la communauté internationale, des bailleurs de fonds, des gouvernements, il y a des grosses responsabilités. Mais elles sont sur nous tous, et sur vous, sur tout un chacun, en tant que citoyen, par rapport à votre régime alimentaire, par rapport à ce que vous véhiculez comme image, etc., etc. Donc on a tous une responsabilité, à des degrés divers, mais on a tous une responsabilité. On a une opportunité actuellement, mais on a tous une responsabilité. Ça va aller très vite. Pour moi, je mets ça il y a 10 ans, la crise nutritionnelle au Niger. Ça a quand même marqué énormément les esprits, cette crise nutritionnelle du Niger, parce qu'on pensait que, voilà, les grandes familles, les trucs comme ça, on avait fini avec ça. On pensait qu'on était passé à l'an 2000, n'est-ce pas? Et qu'après l'an 2000, il n'y aurait plus ce genre de truc. Ça a mobilisé aussi les esprits parce que ça touchait une Afrique très soutenue par les bailleurs de fonds. Et qu'on a laissé péricliter, et en fait, après ça, il y a eu plein de choses écrites sur la crise du Niger, mais c'était un bon déclencheur. Ceci dit, ça avait commencé parce que la publication de la Banque mondiale sur la nutrition, Banque mondiale, hein, c'est des gens quand même qui travaillent sur l'économie, donc ils ont réfléchi aux conséquences économiques dès les années 2000, et ils n'ont pas attendu la crise du Niger pour préparer cette publication qui est sortie juste après. On a eu en 2007 ce qu'on a appelé la crise des 3 F, là, hein, Fuel, Finance and Food, qui a provoqué l'augmentation des prix des aliments. On a parlé d'émeutes de la faim, qui n'étaient absolument pas des émeutes de la faim, mais des émeutes de la pauvreté. On a eu ensuite, mais ça a remis les choses sur le devant de la scène, ça a mis en lumière tous les problèmes de système de production agricole, etc., etc., qu'on avait un peu laissé de côté. Hein. La recherche agricole, on n'en faisait plus depuis des années, on n'investait plus dans le développement de l'agriculture, on avait spécialisé les agricultures entre le nord et le sud, etc. Et donc on n'était plus du tout sur un approvisionnement alimentaire satisfaisant. En 2008, le Lancet, donc la fameuse revue médicale du Lancet, sort une série extrêmement bien documentée sur la malnutrition, la sous-nutrition maternelle et infantile, d'accord? Et donc fait le point une bonne fois pour toutes et commence à sortir toutes ces études sur l'impact, sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, hein, pour lutter contre la malnutrition. Et à partir de là, on se dit, mais on sait quoi faire en fait. Pourquoi on ne le fait pas? On a des tas d'éléments de preuves, de stratégies, de choses pour lutter contre la malnutrition, on ne le fait pas. Et on ne le fait pas pourquoi? Parce que la communauté des nutritionnistes est absolument inaudible, était absolument inaudible, complexifier les discours, en veux-tu, en voilà, se bagarrer. Alors il n'y a pas que l'OMS qui se bagarre avec la FAO, hein, il y a aussi des gens qui sont plus orientés urgence, qui ont besoin de financement et qui vont combattre les bailleurs. Enfin, au niveau des bailleurs de fonds, il y a de la compétition. Au niveau des gouvernements, vous avez de la compétition entre les différents ministères, etc. Donc, si vous voulez, la nutrition a été très longtemps inaudible, archi compliquée, over complicated. C'était toujours, on en mettait plus. Oui, mais attendez, c'est pas si simple, etc., etc. C'est vrai que c'est compliqué. Mais si on rend le discours plus compliqué encore que la réalité, on noie les politiques et on n'a pas d'engagement politique. Et sans engagement politique, on n'aura rien qui bougera en termes de malnutrition. Donc ça a commencé à bouger par des adoptions de stratégies pour lutter contre les malnutritions dans les pays du Sud. Par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils sont les champions actuellement de la lutte contre la sous-nutrition. Le lancement d'un mouvement qui s'est appelé Scaling Up Nutrition, le mouvement SUN. Donc là, il y a juste une illustration, il y a actuellement 55 pays. Il y a beaucoup de critiques sur ce mouvement.
On pourrait en parler des heures, donc je vous le cite, et puis vous pouvez aller trouver le site si vous voulez. En 2011, même la France s'est dotée d'une stratégie de lutte contre la sous-nutrition maternelle et infantile dans les pays en développement. Je dis même la France parce qu'ils ont fait que ça jusqu'à très récemment. Il y a eu cette stratégie, puis il n'y a rien eu derrière comme activité. 2012, l'Assemblée mondiale de la santé fixe 6 cibles pour la nutrition pour 2025. Et voilà, les 6 cibles. Faire réduire le nombre d'enfants en stunting, qui était en 62 millions en 2012, de le ramener à 100 millions. De diminuer, vous voyez, la prévalence de l'anémie maternelle jusqu'à 15%, de diminuer le pourcentage de petits poids de naissance, etc., etc. Et ça comprend ça c'est le wasting, mais ça comprend le surpoids. Où est-ce qu'il y a le surpoids de l'enfant? J'arrive pas à le voir d'ici. Voilà, ici en violet. Pas d'augmentation du surpoids de l'enfant, qui est déjà à 7% des enfants au niveau mondial. Donc un engagement de l'Assemblée des Nations Unies, de l'Assemblée mondiale de la santé. Ensuite, des engagements au niveau des pays, au niveau d'un binôme entre les Anglais et les Brésiliens qui se passent le relais à travers les Jeux Olympiques. D'accord? On a eu les Jeux Olympiques de Londres en 2012, on aura ceux de Rio en 2016. Et en marge de ces événements, on popularise les questions de nutrition. La Commission européenne qui met quand même 3,5 milliards d'euros sur la table pour lutter contre la malnutrition. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'événements. Une nouvelle série du Lancet en 2013, après celle de 2008, et avec des tas de choses. Donc on a tout un mouvement international, donc le plan d'action de la Commission européenne, le lancement du rapport mondial sur la nutrition, ça n'existait pas. Depuis 2014, il y a un rapport qui fait le point sur ce qui se passe et qui demande aux gens de rendre des comptes et qui suit les engagements des pays. Vous aviez dit que vous alliez faire ça. Est-ce que vous l'avez fait? On mesure ces engagements. On mesure les évolutions. On mesure et on demande des comptes aux pays. Et ça, c'est extrêmement important, la redevabilité, pour pouvoir faire avancer les pays. Et puis, on a eu la deuxième conférence internationale sur la nutrition. La première, vous vous rappelez, 1992. La deuxième, il a fallu attendre 22 ans pour en avoir une. Et elle nous a mis l'accent sur les systèmes alimentaires, toutes les formes de malnutrition, et elle a pris un engagement sur une décade pour la nutrition. Bon, je passe, vous avez les liens, hein, vous avez les liens, vous pouvez aller visiter tout ça, mais c'est pour montrer qu'il y a eu énormément de choses qui se terminent en septembre dernier par le lancement des objectifs du développement durable. Vous avez tous suivi ça. Il y avait 8 objectifs mondiaux du millénaire pour le développement, les OMD, lancés en 2000 avec une mesure à 2015, et en 2015 on est passé aux objectifs du développement durable, qui a 17 objectifs, 169 cibles, un seul objectif qui mentionne la nutrition, une seule cible qui est purement nutritionnelle. Et ça, c'est un gros problème. C'est qu'en fait, cet engouement pour la nutrition n'a pas été porté suffisamment fortement au niveau de ces cibles. Et actuellement, il y a des gens qui essayent de rattraper, de pousser, mais ça ne va pas vite. Il n'y a pas beaucoup d'engagement nutrition derrière ça. Et ça a l'air anodin. C'est pas anodin, hein, je veux dire, parce que c'est une clé de lecture pour tous les bailleurs de fonds, c'est une clé de lecture pour tous les gouvernements, pour toutes les organisations internationales, ONG comme gouvernementales, comme Nations Unies, parce que ce sont des clés qui permettent d'accéder ensuite à des indicateurs qui sont mesurés et donc à des bailleurs qui vont pouvoir dire « Ok, je finance si je peux mesurer quelque chose comme avantage ». Pour conclure, donc, les questions de nutrition ont énormément changé dans le monde. On était sur ce schéma de l'UNICEF, ça c'est le schéma original, la publication de 90 de l'UNICEF. On a changé quand même. On n'est plus que sur la sous-nutrition. On a quand même tout un environnement qui a été extrêmement modifié depuis les années 90, puis la conceptualisation. On a tous cette menace environnementale, on a un développement économique qui est un petit peu en rade, et on a tous ces phénomènes de population, à la fois l'urbanisation, à la fois les migrations, qui nous obligent à repenser les questions d'alimentation et de nutrition en tant que système, et en tant que système incorporé dans les autres systèmes. Je disais tout à l'heure, pour commencer, on a un peu le cul entre deux chaises, en fait on a le cul entre 6 chaises, si vous voulez, et qu'il faut essayer de faire ça. Et puis voilà, on ne fait rien sans rien. Actuellement, il y a 4% des dépenses de développement international, de l'aide internationale qui vont pour la nutrition. 4%,
pour quelque chose qui peut rapporter jusqu'à 16 $ pour $1 investi, 4%, c'est une petite mise, c'est un peu petit joueur. C'est un peu petit joueur. On ne va pas y arriver forcément, hein. On a un momentum extraordinaire. Moi, je suis un tout petit peu méfiant, parce qu'on n'a pas beaucoup donc, de visibilité de la nutrition dans les objectifs de développement durable. On a des mécanismes de concertation intersectorielle. On va dire que ça met du temps, qu'il y a tous ces vieux réflexes hein, de bagarre entre agences, etc., entre ONG et Nations Unies, etc., qui sont là. On a des acteurs qui ont du mal à travailler et on a une multiplication des initiatives. Et ça, il y a 40 initiatives mondiales pour la nutrition en ce moment. 40. On ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus quoi faire, c'est qui, c'est quoi. C'est une espèce de course à l'échalote là, qui est extrêmement pénalisante finalement. Extrêmement pénalisante. Et une des raisons de cette course à l'échalote, c'est qu'on n'a pas une vraie gouvernance internationale pour la nutrition. Un coup l'OMS, un coup la FAO, un coup machin, un coup bidule. Mais il n'y a pas un vrai pilotage des questions de nutrition. Donc on a des enjeux, on a des solutions, on a une mobilisation. Voilà, il faut en profiter, mais il faut pas traîner parce que ça ne va pas durer.